Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 6e opus des conversations digitales LHH à l'Écho. Cette session est exceptionnelle par la participation de Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Merci Madame la ministre, chère Muriel, d'avoir accepté d'être présente, malgré les responsabilités et l'emploi du temps qui sont les vôtres. C'est une nouvelle preuve de votre implication et de la proximité que vous entretenez avec les entreprises, leurs salariés et leurs dirigeants. Nous avons également la chance d'accueillir 5 grandes figures du monde de l'entreprise. Jacques Aschenbroich, le CIO de Valeo, Julia Bejaoui, la cofondatrice et dirigeante de Frischti, Antoine Frérot, le CIO de Veolia, et Daniel Machuel, le CIO de Sodexo, et Christophe Catoire, président France et Europe du Nord de The Adecco Group. Nous nous accordons tous à dire que la détermination dont ces dirigeants font preuve pour affronter la crise et trouver des solutions est remarquable. Ils ont parcouru un long chemin depuis le 17 mars dernier, un chemin que balisent 2 enjeux majeurs, protéger les salariés et assurer la pérennité de leurs entreprises. Les entreprises ont pu s'appuyer sur les mesures exceptionnelles que vous avez mises en place, Madame la Ministre. Je tiens à saluer ici le travail titanesque qui a été réalisé par vos équipes. Dans l'urgence, vous avez su réformer tout en faisant preuve de pédagogie dans la mise en place immédiate de ces nouveaux dispositifs. La liste des sujets traités et des textes adoptés sont tout juste impressionnantes. Ce que vous avez décidé pour l'activité partielle a évité, jusqu'à présent, des licenciements massifs et immédiats et des faillites. Le coût colossal du dispositif a mis clairement en lumière la volonté de notre gouvernement de protéger les salariés, les compétences et les emplois. Nous franchissons à présent un nouveau stade en sortant de la phase d'urgence, en rentrant dans la phase de reconstruction, de redémarrage, de reprise. Aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre avec ce virus, en espérant que ce sera temporaire. De nombreuses questions se posent. Sur le plan sanitaire, quelle organisation du travail déployer pour garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs? Et à plus long terme, quels impacts durables sur l'organisation du travail? D'un point de vue économique, comment faire face à la crise? Sauvegarder des secteurs entiers, maintenir la rentabilité des entreprises, préserver les emplois et garantir l'attractivité du territoire France. Les enjeux sociaux sont immenses. Accélération de la crise de sens pour les uns, la demande de reconnaissance pour les autres, avec une tension sociale qui risque de se déporter des entreprises vers le politique. La concertation et le dialogue social doivent être mobilisés à tous les niveaux pour juguler les effets de la crise sociale à venir. Nous ne doutons pas que l'effort sera durable, mais quelle direction va orienter vos prochaines décisions? C'est ce dont nous voulons parler avec vous cet après-midi. Madame la Ministre, chère Muriel, nous sommes heureux de vous écouter. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci François. D'abord, je suis ravie de passer ce moment-là avec vous, à une date qui a été choisie un peu avant qu'on sache à quel moment ça tomberait. Elle tombe très bien, parce qu'on est à un point d'inflexion sur beaucoup de sujets. C'est d'autant plus intéressant d'avoir cet échange avec vous aujourd'hui. Alors, notre stratégie en matière des champs de travail des entreprises a été claire, vous l'avez vu dès le début, face à cette pandémie terrible, dont on n'a pas encore mesuré tous les effets et les développements, mais on n'a pas eu d'autre choix dans tous les pays quasiment de mettre à un grand ralenti l'économie en faisant un confinement brutal, rapide, pour permettre de stopper cette pandémie. D'un point de vue sanitaire, ça a réussi puisqu'on a évité au moins 60 000 décès en France et on a permis au système hospitalier de tenir le choc et de pouvoir absorber cette vague. D'un point de vue économique, évidemment, ça pose des questions redoutables sur la reprise, la relance de l'activité. Il faut savoir qu'en France, l'arrêt a été particulièrement important puisque c'est 46% de l'économie qui s'est mis à l'arrêt, alors soit dans des entreprises qui se sont arrêtées complètement, soit dans des entreprises qui ont ralenti fortement leur activité, avec évidemment l'interdépendance des secteurs et des entreprises qui ont contribué à cet arrêt assez fort. Aujourd'hui, il y a à peu près la moitié de l'industrie qui tourne, mais ça n'est que 20% du bâtiment. Évidemment, l'hôtellerie-restauration est complètement à l'arrêt, là, par fermeture administrative, pour des raisons de santé. Donc on a des défis majeurs, c'est de faire repartir. Alors vous êtes tous en entreprise, ceux qui sont dans le domaine industriel savent à quel point c'est pas facile de faire repartir une activité de production quand on l'a arrêtée.
Là, on a ce défi à l'échelle du pays ou à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle du monde, comme on le voudra. Et c'est un défi majeur parce qu'évidemment, tout est lié. Alors pour ça, notre stratégie pendant la période de confinement reposait sur 2 axes dans le champ du travail. Le premier, c'est vraiment, avant tout, éviter les défaillances d'entreprises pour protéger l'emploi et les compétences. Donc on a, avec Bruno Le Maire, mis en place toutes les mesures d'aide au report de charges, prêts garantis par l'État. Je n'énumère pas toutes les mesures pour les entreprises. Et je vais mettre le focus, bien sûr, sur le chômage partiel. Alors le chômage partiel, dont le vrai nom est l'activité partielle, le vrai nom juridique, puisque les salariés ne sont pas au chômage et ils sont en suspension du contrat de travail, leur salaire étant remboursé par l'État, en l'occurrence le ministère du Travail. On a pris des leçons de 2008-2009. En 2008-2009, on a eu des vagues de licenciements très lourdes et les entreprises ont mis des années à retrouver leur niveau d'activité et leurs compétences. Une décennie, quasiment. L'Allemagne, qui avait utilisé le chômage partiel de façon beaucoup plus extensive, est repartie plus vite. Je pense qu'il y a un lien parce que le chômage partiel utilisé de façon massive par rapport à une crise exceptionnelle, ça permet d'éviter les vagues de licenciements et ça permet aux entreprises de garder la compétence et donc de repartir plus vite une fois qu'on peut repartir ou amplifier son action. Les échelles sont vite très grandes puisque en 2008-2009 en France, il y a 300 000 salariés qui avaient bénéficié du chômage partiel. Nous sommes à ce matin à 11 700 000 salariés sur les 20 millions du secteur privé. C'est à la fois effrayant d'un certain côté et en même temps montre à quel point ça aurait été un drame absolu si on n'avait pas mis en place ce filet de sécurité très puissant par rapport à l'emploi, puisqu'aujourd'hui je pense qu'on aurait déjà des millions de licenciements. C'est intéressant de voir d'ailleurs la comparaison internationale. L'Allemagne qui évidemment met en place aussi un chômage partiel très important. Le Royaume-Uni qui n'en avait pas jusqu'à il y a un mois, qui il y a un mois, 3 semaines, a décidé de mettre en place un système devant la déferlante de vagues de licenciements qui s'annonçaient. Les États-Unis qui n'en ont pas et où en un mois 30 millions d'emplois ont été détruits et personnes licenciées. Donc on voit que sur cette phase 1, le chômage partiel, on pourra y revenir, a été une arme, un outil, un instrument extrêmement puissant et je suis confiante que c'est aussi l'instrument pour la suite. C'est un investissement que nous avons fait, investissement de 26 milliards d'euros, mais qui est un investissement clé parce que ça veut dire que les entreprises ont gardé leurs compétences, elles peuvent réactiver le contrat de travail, elles ont immédiatement toutes les compétences pour repartir. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que 6 salariés sur 10 qui sont en chômage partiel sont dans des entreprises de moins de 50 salariés. Et c'était évidemment un de nos objectifs de sauvegarder le tissu de TPE, PME qui irrigue tous nos territoires, qui irrigue toute la vie économique et qui est particulièrement fragilisé dans ce type de crise. Le deuxième axe majeur, c'est évidemment la santé et la protection des salariés. Je dirais même que c'est le sine qua non de la reprise. Pourquoi ? Parce que, évidemment, dans un premier temps, on a quasiment arrêté l'économie pour sauver des vies. Et maintenant, avec ce qu'on sait aujourd'hui et la manière de s'organiser, on va continuer à sauver des vies tout en pouvant faire repartir de façon plus forte le moteur économique. Mais la condition, c'est évidemment la santé et la sécurité des salariés. On ne va pas négocier entre économie et santé. Il faut être sur la ligne des crêtes et réussir les deux en même temps. Et pour cela, c'est essentiel pour les entreprises, qui ont d'ailleurs une responsabilité dans la santé des salariés, on pourra y revenir, mais c'est aussi essentiel pour les salariés qui, aujourd'hui, sont partagés entre le désir de retourner au travail, et je crois qu'il est très profond chez beaucoup, mais aussi la peur en se disant est-ce que je vais pas être contaminé si je vais au travail alors que je vis juste chez moi depuis des semaines, et donc cette crainte qui est légitime, il faut l'adresser aussi. Donc c'est pour ça que nous avons, et c'est le deuxième volet de l'action, mis en place des éléments pour permettre aux entreprises d'avoir des points de repère, de savoir comment faire. Parce que la santé et la protection des salariés, on sait ce que ça veut dire dans l'industrie de l'automobile, on sait ce que ça veut dire dans le bâtiment, on sait ce que ça veut dire dans les services en temps normal. Mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport au risque pandémique ? C'était pas évident, et c'est pour ça que depuis un mois, mes équipes, le ministère du Travail, ont travaillé avec les organisations professionnelles, en consultant les partenaires sociaux et toutes les professions pour mettre en place des guides métiers qui donnent le mode d'emploi comment on fait les gestes barrières, en gros la distanciation sociale, le lavage des mains, toutes les précautions qu'il faut prendre et qui sont vitales, on l'a vu, qui sauvent des vies. Lorsque on est coiffeur, auxiliaire de vie,
caissière ou chauffeur-livreur, c'est évidemment pas la même manière de traduire opérationnellement ce sujet. C'est pour ça aussi que hier, nous avons publié à quelques jours du 11 mai un protocole national de déconfinement dans les entreprises qui est universel, qui s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit la taille, le secteur, entreprises et associations d'ailleurs, l'ensemble du secteur privé, et qui donne des repères très clairs sur combien de personnes peuvent être là dans une surface donnée pour respecter la distanciation, comment on gère les flux au restaurant d'entreprise, à la machine de café, dans les couloirs, dans l'ascenseur, en arrivant les flux d'entrée du matin et du soir, ou de sortie du soir. Quelle est la doctrine en matière de masques, de gel, faut-il faire des tests ou pas, etc., etc. Et donc tout ça est maintenant public depuis hier et va permettre d'accompagner avec plus de sérénité cette reprise. Soyons clairs entre nous, la reprise devient absolument essentielle. La reprise, c'est la condition de survie des entreprises. Car malgré toutes les aides d'État qui ont été massives, évidemment, la perte d'exploitation reste au moins en partie. Et par ailleurs, dans les différents pays, les entreprises aussi s'organisent pour reprendre. Et donc, en termes de compétitivité, il est très important que nos entreprises puissent repartir rapidement. Est-ce qu'elles vont repartir pleinement? Pas forcément. On sait bien qu'il y a des tas de secteurs où il y a une interdépendance entre les entreprises, où les marchés sont là dans certains cas et d'autres sont à consolider ou à vérifier post-confinement. Mais on n'est pas du tout dans la stratégie du tout ou rien. On considère, et c'est pour ça que le chômage partiel pourra être dégressif, accompagner la reprise à fur et à mesure qu'on a plus de salariés qui réactivent leur contrat de travail normal, enfin, l'entreprise réactive leur contrat, les autres peuvent être en chômage partiel, donc ça diminue le chômage partiel progressivement. Donc on prévoit des mesures comme ça progressives, et je crois que le mot d'ordre, c'est vraiment, il faut y aller, c'est le moment d'aller, de retourner à amplifier l'activité économique. Il y va demain de la performance économique du pays, de l'emploi, c'est ce qui sera le plus d'emplois à terme, après la première phase chômage partiel, et évidemment, je dirais, en termes d'équilibre du politique et de l'économique, aujourd'hui on est dans une situation jamais connue, où 61% du PIB en France est consacré à des dépenses publiques compte tenu de tout ce qu'il faut faire pour sauver la situation économique, sociale et sanitaire du pays. Ce n'est pas une solution qui est durable, évidemment. Je pense que vous en serez tous d'accord. Donc c'est le moment de collectivement se retrousser les manches. Et la clé, c'est santé, sécurité, dialogue social. C'est comme ça qu'on va arriver à faire repartir les entreprises, petites ou grandes, ou à amplifier leur action pour celles qui, aujourd'hui, fonctionnent au ralenti. C'est un défi immense. C'est un défi qui est à la fois entreprise par entreprise, atelier par atelier, si j'ose dire, ou espace par espace, mais c'est aussi un défi collectif, puisqu'il y a beaucoup d'interdépendance entre les entreprises dans une même filière, ou entre clients et fournisseurs, et donc l'élan collectif va donner aussi de la force à la reprise chez les autres, et je crois que c'est tous ces sujets qu'on va pouvoir discuter cet après-midi. Je vous propose de passer peut-être directement à la partie interactive. J'ai mille autres choses à vous dire, mais je pense que ça sera plus intéressant en interaction avec les CEO et vous tous. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à François Moreau, qui est maintenant en ligne. François, je te laisse la parole. Oui. Une première question à Antoine Ferraud, qui est le CEO de Veolia, donc il y a des services à l'environnement. Vous avez aujourd'hui une double responsabilité finalement. Vous avez à la fois la responsabilité de garantir la sécurité de vos équipes, de vos clients, et puis surtout d'assurer la reprise de vos activités. Comment vous arrivez aujourd'hui, ou comment vous voyez la conciliation de ces deux sujets, surtout avec le protocole de déconfinement national qui est sorti hier. Monsieur Frérot, c'est à vous. Merci. Madame la ministre. Bonjour. À toutes et à tous. La question que vous posez, Françoise, elle semblerait presque opposer reprise économique et garantie de sécurité sanitaire des salariés. Il ne faut pas les opposer, bien évidemment, car il n'y aura pas de reprise s'il n'y a pas le sentiment d'une forte garantie de sécurité sanitaire de la part des salariés. Toujours, on a dit à tous les Français qu'ils étaient pour le champ, et on leur a dit restez chez vous.
et immédiatement, ils sont restés chez eux. Pour en arriver à une telle décision, une décision inouïe, fallait-il que la situation soit grave? Et les Français se sont dit que la situation était très grave. Ils ont donc aujourd'hui très peur. C'est comme si ils avaient le sentiment que c'était la peste qui était revenue. Et pour revenir au travail, ils ont encore très peur. Chez Veolia, j'ai 20 000 salariés qui sont restés au travail tous les jours pour produire de l'eau potable, nettoyer les eaux usées qui prenaient des toilettes des habitants, pour collecter les poubelles et traiter les déchets. Ceux-là sont restés au travail et ils sont allés en ayant l'impression de s'exposer. Ils ont eu peur aussi, eux. Et il a fallu se débrouiller pour les rassurer. D'abord, trouver à toute force des masques, des gants, du gel. Et aujourd'hui, ils réclament encore plus de sécurité. Et ceux qui sont restés chez eux, ou ceux qui ont dû arrêter leur travail, aujourd'hui ont encore plus peur que ceux qui sont restés au travail. Donc il faut pouvoir les rassurer au maximum. C'est pourquoi chez Veolia, nous avons mis tout un dispositif en place pour faire revenir progressivement les gens au travail. La désinfection de tous les locaux, par exemple. La distribution de masques, plusieurs masques à cause des transports en commun, par exemple. La distribution d'équipements de protection, du gel. Et nous sommes allés jusqu'à leur proposer de faire réaliser par un laboratoire spécialisé des tests pour savoir s'ils étaient contaminés ou s'ils l'avaient été auparavant. Je peux vous dire que ces mesures sont applaudies par tous nos salariés, en commençant notamment par les 20 000 personnes qui sont restées sur le terrain tous les jours depuis 6 semaines, voire même pas un peu plus. On ne peut pas dire à ces 20 000 personnes qui ont eu le sentiment de s'exposer qu'il faut continuer à le faire, mais de ne pas avoir droit à toutes les protections possibles et imaginables. Ils ne peuvent pas accepter de continuer sans avoir droit à tout ce qui est possible. Et ça sera pareil pour les autres salariés, ceux qui vont être appelés à revenir sur le lieu de travail. Ça, c'est la protection sanitaire. Il y a un deuxième problème important pour les salariés et pour qu'ils puissent reprendre le travail, je dirais, en toute sérénité, en tout cas avec de l'enthousiasme nécessaire pour accélérer la reprise, c'est leur sécurité économique. Et il est important que les salariés ne sortent pas essorés économiquement de cette crise. Et nous aurons l'occasion d'en reparler sur l'accompagnement économique que les entreprises qui le peuvent apporter et comment ces entreprises-là peuvent être accompagnées. Donc, enfin, dernière chose, c'est bien beau de revenir au travail, encore faut-il qu'il y ait du travail. Je constate que dans un certain nombre de secteurs, on a évoqué les travaux tout à l'heure, eh bien, la reprise est très lente. Veolia, outre ses activités de services essentiels, a des activités de travaux ou de maintenance, notamment des réseaux d'assainissement, qui proviennent tous de la commande publique. Et je constate que les décisionnaires des collectivités territoriales sont aujourd'hui craintifs de faire rouvrir les chantiers, de relancer les commandes de maintenance, notamment des réseaux d'assainissement qui s'engraissent, où on voit des rongeurs qui reviennent. Les collectivités publiques ont peur, je pense surtout juridiquement, d'ordonner la reprise des chantiers, la réouverture des chantiers, la réactivation des contrats de commande pour la maintenance des installations publiques. Et aujourd'hui, ce qui me manque chez Veolia le plus pour que la reprise soit efficace, c'est que cette réouverture des chantiers, que cette commande publique revienne rapidement. Effectivement, en France, aujourd'hui, 70% des chantiers sont arrêtés. En Allemagne, c'est 15% pour l'entreprise Veolia, et en Italie, c'est 50%. Il est important que la commande publique se réenclenche pour que ce grand nombre de salariés puissent reprendre le travail. Donc, à la fois, toutes les possibilités de rassurance sanitaire, car la sécurité sanitaire, c'est également une question de sensation. Une réalité qui n'est pas perçue n'existe pas pour les gens. Il est donc nécessaire de les rassurer, qu'ils puissent se sentir, je dirais, plus en sécurité sur le lieu de travail que partout ailleurs, et que même que quand ils vont faire leurs courses, par exemple, pour qu'ils puissent revenir allègrement travailler et pouvoir relancer l'économie. C'est à quoi je m'emploie en essayant parallèlement
de faire revenir le travail et notamment les commandes. Je vous laisse commenter ceci. François, je te laisse la main. Merci Antoine. Je crois que vous aviez une question pour la ministre. Et également une question en complément. Madame la ministre, je parlais de sécurité économique, l'importance que les salariés ne sortent pas essorés de cette crise. Certains sont au chômage partiel. Celles des entreprises qui peuvent compléter l'indemnité de chômage partiel pour assurer la totalité de la rémunération habituelle des salariés l'ont fait. Et les pouvoirs publics ont accompagné cette démarche qui coûte pour l'entreprise, mais qui est si importante pour la sérénité des salariés, en retirant les charges sur ce complément de rémunération du chômage partiel. J'entends dire qu'à partir du début mai, le complément que verseraient les entreprises au chômage partiel pour assurer aux salariés la totalité de leur rémunération, ce complément ne serait plus détaxé de charges sociales et fiscales. Pouvez-vous confirmer ou non ce point et pourquoi, si c'était le cas, une telle décision serait prise alors qu'elle est si importante pour rassurer les salariés? Alors peut-être d'abord quelques réactions. Merci à Antoine Frérot pour son témoignage. Effectivement, notre entreprise a fait partie des entreprises qui est restée sur le pont, avec beaucoup de métiers qui étaient essentiels à la vie quotidienne des Français, et donc beaucoup de salariés qui sont restés en activité. Et je redis pour toutes les entreprises concernées, je crois que dans toutes les entreprises où effectivement les salariés du 17 mars à maintenant ont été cette deuxième ligne qui a permis que la vie quotidienne continue, eh bien on vous a ouvert une possibilité très souple de leur verser, si vous le souhaitez, une prime désocialisée, défiscalisée, où il n'y a pas de charge sociale et pas d'impôt ni pour le salarié ni pour l'entreprise, jusqu'à 1 000 euros, et 2 000 euros s'il y a un accord d'intéressement, et qui peut être modulé ou même réservé à certains. C'est-à-dire qu'on peut faire la différence entre ceux qui ont fait l'effort, parfois avec de la peur, d'aller au travail physiquement, et d'autres salariés. Donc je le dis au passage parce que j'ai beaucoup d'attentes sociales aussi. Ça fait partie bien sûr du pouvoir d'achat que vous évoquiez, mais c'est aussi une reconnaissance pour ceux qui ont tenu le front dans cette période où la reprise n'était pas générale et où c'était pas si facile que ça. Deuxième commentaire peut-être sur la santé. Moi je partage totalement votre point de vue. Ça n'est qu'en mettant en place des conditions de santé et de sécurité pleines et entières que les salariés se sentiront rassurés et pas angoissés de retourner au travail. Donc c'est une condition sine qua non pour moi de la reprise de l'activité, à la fois en termes de responsabilité mais aussi tout simplement de perception. Et c'est pour ça qu'on a fait ce protocole de déconfinement qui est très précis et qui permet de dire ce qui est obligatoire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on doit faire et aussi ce qu'on peut faire, et qui est à s'approprier dans chaque entreprise, qui peut être aussi un objet de dialogue social. Alors sur votre question, en fait on a, à partir du début mai, on module un peu sur quelques aspects l'activité partielle, le chômage partiel. Jusqu'ici, j'étais plus que généreux, je pense un peu discutable du point de vue on aurait pu dire que c'était discutable du point de vue de la dépense publique, mais on s'est dit au départ, l'important c'est d'y aller à fond et rapidement. Vous avez vu d'ailleurs qu'on a accepté 98% des demandes a priori, pour que ce soit très rapide, les paiements se font en 10 jours, parce que ma crainte sinon c'était que si on examinait a priori tous les dossiers des 911 000 entreprises qui l'ont demandé du chômage partiel, eh bien ça va être des mois, et donc finalement que les entreprises aient pu faire faillite ou licencier dans l'intervalle. Donc on a été très vite, et maintenant on fait un peu plus de régulation. Et pourquoi il y a une régulation? Pourquoi? C'est parce que, alors ce que vous dites et ce que vous avez compris est en partie vrai et en partie incomplet, c'est qu'aujourd'hui il y avait jusqu'au 1er mai une exonération complète de charges, non seulement à 84% de la rémunération ou 100% pour les SMIC, mais jusque sur le complément de 16% que peut verser l'entreprise. Ça, on garde cette exonération de charges, y compris pour les 16% supplémentaires, mais au-delà de 4,5 fois le SMIC,
on supprime cette exonération supplémentaire pour les 16% supplémentaires. En clair, pour les cadres de haut niveau, les cadres supérieurs, les cadres dirigeants et les joueurs de football, cette exonération ne fonctionnera plus au-delà de ce qui est le chômage partiel proprement dit à 70%. Il faut savoir qu'on a 70% du brut, 84% du net. On a le niveau de chômage partiel le plus généreux d'Europe. À titre de comparaison, en Allemagne, c'est 60% de la rémunération. Et d'ailleurs, l'Allemagne est en train d'envisager de le remonter tellement ça pose des problèmes de pouvoir d'achat assez massifs et de relance de la consommation, mais de pouvoir d'achat à court terme. Nous, à 84% du net, 100% pour les SMIC, plus exonération de charges et remboursement total de l'entreprise jusqu'à 4 fois et demi le SMIC, on a le système le plus protecteur et pour les salariés et pour les entreprises. Je pense qu'il est logique qu'en termes de la partie que décide l'entreprise elle-même, les 16% supplémentaires, pour les très hauts revenus, eh bien, il n'y a pas forcément d'exonération de charges. Tout ça, c'est de la dépense publique, donc c'est nos impôts à tous. Et les entreprises, à juste titre, je sais qu'avec Antoine Frérot, nous partageons ce point de vue, disent à juste titre qu'il faut essayer de limiter les charges et les impôts qui sont déjà parmi les plus élevés du monde. Et donc, il faut aussi choisir ce qui est indispensable et ce qui l'est moins. Puisqu'on est sur le chômage partiel, j'en profite pour préciser aussi que, parce qu'il y a eu beaucoup de débats ces jours-ci là-dessus, qu'on est en train de regarder, on va discuter avec les organisations patronales et salariales, la décision n'est pas encore prise, mais on va regarder l'éventuelle modération de la prise en charge de l'État à partir du 1er juin, à partir du moment où les transports, les écoles, toutes les conditions reprennent, pour que l'activité reprenne. On va permettre une grande souplesse dans le chômage partiel, mais aussi plus de responsabilité. Je m'explique. Une grande souplesse, c'est qu'on a changé les textes pour permettre aux entreprises de pouvoir faire du chômage partiel individuel et aussi progressif. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a 10 salariés, pour prendre un exemple, moins représenté dans notre call aujourd'hui, peut-être qu'au départ, c'est 1 ou 2 salariés qui vont repartir, puis 3-4 la semaine suivante. Une entreprise de 10 000 salariés, peut-être que 2-3 000 vont repartir tout de suite, parce que les marchés sont là, et puis les autres vont rester en chômage partiel pendant quelques semaines supplémentaires. Donc cette souplesse-là, ce système en biseau ou en vase communicant, c'est ce que nous mettons en place pour que les entreprises puissent ne pas se retrouver dans le dilemme où la reprise voudrait dire licenciement pour une partie du personnel. On va pouvoir avoir cet effet de ciseau, de biseau, qui va permettre de réactiver le contrat de travail pour certains et pas pour tous. Mais la contrepartie de tout ça, donc il n'y a aucun coup près net sur le chômage partiel, c'est quand même un sentiment de responsabilité. Et pour la partie récente au chômage partiel, sachant qu'une bonne partie vont retravailler, il nous a semblé pertinent de regarder si il ne devait pas commencer à y avoir un reste à charge pour l'entreprise, qui serait assez modeste, mais qui montre quand même qu'à un moment donné, tout ça doit revenir progressivement vers le travail et que c'est finalement une sorte d'incitation pour l'entreprise de reprendre l'activité. On en a besoin, je pense, dans quelques secteurs où aujourd'hui il y a une certaine peur aussi du côté des employeurs pour repartir. Et à un moment donné, il faut y aller. Vous avez donné l'exemple du bâtiment, moi qui me fera beaucoup, puisque c'est une exception française, malheureusement, puisque nous, 85% de l'activité s'est arrêtée. Aujourd'hui, on est plutôt à 80%. Et on a 93% des salariés du bâtiment qui sont aujourd'hui payés par le chômage partiel. C'est-à-dire que mon ministère paye les salaires de 1 300 000 salariés du bâtiment. Voilà les faits. C'est pas durable indéfiniment et ça n'a pas un sens indéfini, sachant que en moyenne en Europe, c'est 50% de l'activité qui tourne et ça n'a jamais descendu en dessous. C'était même plus élevé en Allemagne, vous l'avez dit. Et c'est vrai que ça n'est pas facile parce que les entreprises attendent la commande publique attend ses fournisseurs, tout le monde attend le maître d'ouvrage et les matériaux. Donc à un moment donné, il faut un peu y aller tous ensemble parce que quand tout un secteur s'est mis presque à l'arrêt, c'est plus difficile à repartir. Et donc c'est pour ça qu'avec Bordeaux-Le Maire, nous avons beaucoup de réunions avec le secteur du BTP pour lever tous les obstacles un par un, mais à un moment donné, il faut aussi prendre le risque entrepreneurial et puis y aller collectivement, parce que c'est le seul moyen d'arriver. Il y aura le chômage partiel qui accompagne cette réouverture progressive. Merci Madame la Ministre. Quelques commentaires, si vous permettez. Je note avec grande satisfaction tout d'abord qu'en dessous de 4,5 fois le SMIC, la détaxation du complément au-delà des 84%
quand elle est versée par l'entreprise, continuera à être détaxée dans cette limite. Ça permet donc d'assurer que les plus petits salaires pourront être complétés à 100% pour les entreprises qui peuvent le faire, et je pense que c'est très important. Je vous confirme également que pour les 20 000 salariés qui sont restés sur le terrain depuis le début de la crise, Veolia versera la fameuse prime de 1 000 euros. Pour retrouver du travail, c'est pas seulement les entreprises de construction qui peuvent s'y mettre si jamais les chantiers sont fermés, car malheureusement, elles ne peuvent pas ouvrir les chantiers si les collectivités locales ne les rouvrent pas. Donc, si vous pouvez inciter les collectivités locales à faire rouvrir les chantiers et à relancer les commandes de maintenance, ça me paraîtrait la condition aujourd'hui qui est la plus bloquante pour que cette activité-là reprenne. Et puis enfin, sur la réassurance des salariés, et notamment ceux qui sont restés pendant tout ce temps sur le terrain, je crois nécessaire, lorsqu'ils le souhaitent, et ils le demandent massivement, de pouvoir leur proposer un test de dépistage, car ça les rassure. Même si j'ai compris que le ministère de la Santé disait que ça ne servait à rien, eux, ça les rassure. Et massivement. Alors, on a un petit problème, parce que c'est une réunion de travail, parlons-en. Dans le protocole de déconfinement qu'on a effectivement validé, ministère du Travail, ministère de la Santé, vous verrez que c'est même, je suis désolée, mais recommandé de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion de secret médical. Une entreprise ne peut pas prescrire à un salarié de faire un test. Et s'il est généralisé dans une entreprise, il peut être perçu comme une pression, une obligation. Après, je vais prendre un autre exemple pour les masques. Il y a des postes de travail, des situations de travail où c'est obligatoire, parce qu'on ne peut pas respecter la distanciation. Là où on peut respecter la distanciation, c'est plus efficace, on n'a pas besoin de masques. Mais si l'entreprise veut fournir des masques à tout le monde, en plus, à condition que ce ne soit pas à la place des gestes barrières, à la place de la distanciation, toujours le risque, à condition que ce soit en plus, pourquoi pas. Les tests, c'est un peu différent, parce que là, on touche sur, encore une fois, l'intégrité médicale, personnelle, la santé des individus. Et puis, par ailleurs, il devrait tester tous les jours, pour le savoir. Parce que vous pouvez être positif un jour, négatif le lendemain. Donc, je veux dire, nous considérons que c'est franchement pas le bon instrument. Je sais qu'il y a débat là-dessus. Pas le bon instrument, parce que d'un point de vue encore une fois, du respect de l'intégrité des données personnelles et du secret médical, ça peut créer une pression qui, alors pour le coup, n'est pas de l'ordre du pouvoir de l'employeur. Et deuxièmement, c'est assez inefficace sur le plan sanitaire, parce que s'il n'y a pas de symptômes, alors évidemment, dès qu'il y a des symptômes, il faut pouvoir tester, le médecin du travail doit envoyer au centre de test immédiatement, mais s'il n'y a pas de symptômes, ça ne sert à rien, sauf à le faire tous les jours. Merci beaucoup. Je vais devoir redonner la parole maintenant à Julia. On a 1h30, donc j'aimerais qu'on puisse tous s'exprimer. François, je te redonne la main. On propose aux gens de le faire, et bien évidemment, ils gardent leurs données s'ils le souhaitent. Donc il n'y a pas de risque de ce point de vue-là. Ils doivent le garder dans tous les cas, même s'ils ne le souhaitent pas. Quand je dis à mes salariés qui sont restés sur le terrain, les 20 000, que les tests, ça ne sert pas à grand-chose, ils me répondent, mais on nous avait dit que les masques, il y a 2 mois, ça ne servait pas à grand-chose, et maintenant on nous dit que c'est obligatoire. Pas dans l'entreprise, oui. Et donc, ils ne croient pas que ça ne sert pas à grand-chose, puisque les masques, on leur avait dit le contraire, maintenant on leur dit le contraire, donc ils pensent que eux, les tests, ça les rassure. Ils savent très bien qu'ils peuvent tomber malades le lendemain. Mais au point où on leur demande de continuer à travailler et à certains à qui on demande de revenir, ça fait un petit point d'étape et ça les rassure. Merci Antoine Frérot. Je voulais juste maintenant passer la parole à Julia Bejaoui. Julia Bejaoui, c'est une cofondatrice d'une food tech à la française. C'est une société qui s'appelle Frischti, leader de la préparation et de la livraison de repas. Il se trouve que cette crise a accéléré la digitalisation d'une partie des métiers. On prévoit malheureusement à court terme l'apparition d'une société à 2 vitesses, celle des télétravailleurs d'un côté et puis celle des travailleurs du terrain, vous en parliez, Antoine. Vous avez continué votre activité, Julia, ça n'a pas été simple pendant le confinement, et vous avez dû gérer ces dichotomies et essayer de réconcilier ces 2 populations. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre témoignage ? Oui, absolument. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Du
beaucoup de prendre ce temps. Et merci aussi pour toutes les mesures qui ont été mises en place jusqu'à présent et dont nous avons fait pas mal d'usage. Donc, nous, on a une activité de livraison à la fois de repas que l'on cuisine nous-mêmes et de courses. Et du jour au lendemain, une partie de notre activité a perdu 90% de son volume d'affaires, puisqu'il s'agissait de livrer des plats cuisinés sur les lieux de travail pour pouvoir nourrir les salariés. Alors heureusement, on est une start-up, une scale-up, donc s'adapter à un nouveau mode, enfin voilà, un environnement, on va dire, chaotique, ça reste un peu notre quotidien, on est plutôt bien équipé pour le faire. Et donc voilà, en un mois et demi, on a redirigé et reconstruit notre demande autour de notre activité de livraison de courses. On travaille en direct avec des centaines de petits producteurs, pour qui d'ailleurs parfois on est devenu le seul débouché. Effectivement, mes équipes voilà, ont recodé des algorithmes, adapté tout notre modèle logistique, repensé nos interfaces utilisateurs en parfois quelques jours ou quelques semaines. Et on a une spécificité en tant que start-up, que scale-up tech, c'est qu'on n'a pas du tout que des ingénieurs ou des data scientists dans nos effectifs. On a plus de 2/3 de nos effectifs, 220 personnes sur le terrain, en cuisine et dans nos centres logistiques. Et on travaille aussi avec un peu moins de 1000 livreurs auto-entrepreneurs, évidemment, dont on considère qu'il est de notre responsabilité que de les protéger. Franchement, ça n'a pas été facile de rester ouvert, surtout au tout début, quand le chômage partiel paraissait tellement généreux, on va dire, qu'on pouvait nous reprocher de rester ouvert. Pourquoi rester ouvert et faire prendre des risques à tout le monde, alors même qu'on aurait pu décider, entre guillemets, de fermer? Heureusement, premièrement, notre activité de distribution alimentaire, on a réussi à expliquer qu'elle était essentielle à la survie de la nation, à nos clients, à de nouveaux clients. Et on s'est aussi énormément réorganisé, pas pour se faire, mais finalement ça nous a aidés, autour de beaucoup d'initiatives solidaires. Donc on a distribué à peu près 30 000 repas aux soignants dans les hôpitaux. On a mis en place des hotlines pour prendre les commandes des personnes âgées et aller leur distribuer des paniers repas. On a également mis en place un collectif pour remonter des réseaux d'aide pour nourrir les plus démunis. Et je dirais que heureusement on ne l'a pas fait pour ça, mais finalement le fait qu'on se sente tous collectivement extrêmement utiles et solidaires vis-à-vis du monde qui nous a entourés nous a aidés à rassurer et en tout cas donner du sens au travail des gens qui étaient sur le terrain. C'est 250 personnes qui, au début, parce qu'on n'avait pas de masque, parce que voilà, on a mis évidemment en place toutes les mesures barrières, mais ça restait vraiment très compliqué de les rassurer et de les encourager à maintenir l'activité. Donc on a réussi, on va dire, à passer cette vague avec ces mesures. Aujourd'hui, on a pu évidemment mettre en place les mesures barrières, obtenir des masques. On est en train de faire certifier tous nos process par Bureau Veritas, parce qu'on pense que ça va rassurer nos clients de savoir que nous respectons un certain nombre de process, mais aussi nos salariés, de savoir que on a mis de manière en conformité l'ensemble de notre manière de travailler. Donc c'est à la fois toujours très important de rassurer et les clients et les personnes qui travaillent pour nous. Et justement, ma question porte sur les indépendants. Donc je vous le disais, Frischtis, c'est un écosystème, c'est 350 salariés, c'est aussi à peu près 1000 auto-entrepreneurs qui travaillent donc sous une forme de statut indépendant. On le voit avec cette crise, nous on les a évidemment considérés comme une partie intégrante de la société, distribuer du gel hydroalcoolique, distribuer des masques, des gants, exactement comme nos propres salariés. On a été les premiers à mettre en place la livraison sans contact, on a naturellement, ça nous semblait évident, augmenter leur rémunération, mais évidemment cela ça relève de notre bon vouloir. Et donc cette crise, elle met tout de même en exergue le fait que ce statut, on défend ce statut, on pense qu'il a une vraie raison d'être, d'exister, il offre une flexibilité qui est souhaitée par nombre de ces personnes qui utilisent ce statut et par les entreprises qui l'utilisent. En revanche, on ne veut pas que ce statut rime avec précarité. Et donc, ma question pour vous, c'est, nous on pense que ce statut doit être assorti d'un cadre juridique et fiscal qui lui donne toute sa place et toute son indépendance et qui vise à
à développer un modèle d'indépendance à la française. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Je sais que ça avait un petit peu avancé avant la crise du Covid, mais où en est-on et que comptez-vous faire pour ce statut d'indépendant? Oui, alors d'abord je salue l'agilité que vous avez eue. Et je pense que ça va continuer parce qu'on va se retrouver dans une situation nouvelle dans les semaines qui viennent avec beaucoup plus de gens qui retournent au travail et pas de restaurants. Donc beaucoup de repas à midi sont pris au restaurant. Et une des grandes inquiétudes de beaucoup d'employeurs, c'est justement mais comment on va faire pour les repas. On ne pourra pas toujours. Alors on n'a jamais fermé les restaurants d'entreprise, mais il faudra des conditions plus d'1 mètre de distance, etc., qui ne sont pas toujours fournies. Donc comme on peut avoir des choses dans les bureaux aussi. Enfin bref, je pense que vous allez être encore au charbon dans les semaines qui viennent avec vos équipes. Sur les indépendants, de court terme, long terme. Sur le court terme, donc le fonds de garantie qu'on a mis en place pour les indépendants couvre les indépendants, les professions libérales, les micro-entrepreneurs, et a pour but de leur, là aussi, donner une aide à ceux dont l'activité est tombée, littéralement, 1 500 € par mois, et sur la base d'un dossier, ça peut être plus, ça peut être 2 ou 5 000 € de plus, qui est examiné au plan régional. Donc ça, c'était le complément, je dirais, du chômage partiel, mais version indépendant, qui est important parce que, en général, un indépendant, un micro-entrepreneur, il a extrêmement peu de trésorerie. Et il vit un peu au jour le jour, donc évidemment on peut avoir une catastrophe économique et sociale très rapide. La question que vous posez, elle est plus sur le long terme. Moi je partage votre point de vue, on avait commencé à avancer sur ce sujet en France, et c'est un sujet que je porte aussi au niveau européen, sur le sujet des travailleurs des plateformes notamment, au sens large du terme, ou des travailleurs indépendants, mais avec dans un contexte où il y a une relation quand même privilégiée avec un donneur d'ordre, qui est pas de l'indépendant pur et qui n'est pas du salariat, avec une forte demande, notamment générationnelle, mais pas que, de garder un statut d'indépendant, mais en étant mieux protégé. En gros, et je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on doit être dans la précarité et sans protection. Et je crois qu'il y a la place pour les salariés, la place pour les indépendants, mais à condition qu'il y ait un niveau de protection, de sécurité qui soit comparable, acceptable, et que ce ne soit pas du sous-emploi, que ce soit une autre forme d'emploi. Donc on avait commencé à travailler là-dessus. Dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, j'ai déjà mis le droit à la formation, mon compte formation qui est doublé pour les auto-entrepreneurs. Ils ont déjà droit à la couverture accident du travail. Sur retraite et assurance chômage, c'est clairement perfectible, enfin encore faut-il des cotisations. Donc en gros, quel est le socle de protection d'un indépendant? Et effectivement, je pense que cette crise pandémique, qui devient une crise économique et sociale, montre à quel point ces filets de sécurité sont nécessaires. Parce que là, on est en train d'essayer de les inventer un peu en catastrophe, aussi parce qu'ils ne sont pas complètement robustes en temps normal. Donc c'est un sujet pour la France, c'est un sujet mondial en fait, et c'est un sujet que je pousse au niveau européen et qui sera dans l'agenda européen. On s'est mis d'accord avec mes collègues que ce sera dans notre agenda des mois qui viennent. Donc aujourd'hui, pour être honnête, on est à 18 heures par jour, 7 jours sur 7 dans l'urgence encore. Donc l'urgence de la semaine, c'est le déconfinement. L'année d'avant, c'était encore le confinement. Donc on n'est pas encore dans le travail du long terme derrière, mais de toute façon, il y a beaucoup de choses que cette crise va nous apprendre sur les chaînes de valeur mondiales, sur la place du télétravail dans l'ensemble du monde du travail, sur les modes de management, sur la santé et la sécurité des salariés, qui était un sujet considéré comme secondaire pour beaucoup et qui tout d'un coup on s'aperçoit à quel point il est essentiel pour tous. Et parmi tous ces sujets, il y a le sujet des indépendants qui ont l'autonomie, mais quand même une protection, c'est possible, et ça fait partie des sujets de sortie de crise qu'il faudra reprendre avec l'éclairage de ce qu'on aura vécu pendant plusieurs mois. Merci beaucoup. Sophie, est-ce qu'on a peut prendre un sondage? Oui, on peut prendre un sondage. Et donc, à Madame la Ministre d'éventuellement faire ses commentaires. Je partage le dernier sondage sur, dans l'organisation du déconfinement, quels sont les thèmes qui ont été organisés dans votre entreprise. On voit que les règles sanitaires aujourd'hui sont majoritairement traitées, ainsi que la communication et l'accueil des équipes pour revenir dans les locaux.
On voit par contre les sujets aujourd'hui sur la reconnaissance des métiers de première ligne, la solidarité entre les télétravailleurs, les travailleurs de terrain, même la préparation des managers sont des sujets, je dirais, plus traités par les entreprises, ainsi que la qualité de vie au travail. Quels sont vos retours par rapport ? Alors, je comprends complètement que l'item numéro 1, ça me rassure d'ailleurs, ça soit les règles sanitaires, dont la décontamination des locaux, qui est un des thèmes du protocole de déconfinement. Parce que, évidemment, c'est la priorité, c'est même, comme le dit Antoine Frérot, comme je le dis, c'est la condition quasiment de la reprise d'activité. Ceci dit, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les impacts sociologiques vécus, de perception, d'avoir été pour beaucoup cette semaine une période de confinement, et pour beaucoup ça va durer, d'avoir vécu en télétravail, ça va durer ça va être une expérience de plusieurs mois pour certains, et pour beaucoup c'était très nouveau. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer qu'il faut un peu remobiliser, recréer le mot serait trop fort, mais remobiliser et retrouver le chemin du sens du travail, du sens du collectif, de qu'est-ce qu'on produit ensemble, quel est le sens de ce qu'on fait dans l'entreprise. Je ne vais pas vous dire la raison d'être, mais c'est un peu ça, mais au sens très opérationnel et très concret. Ce qui veut dire que la communication avec les équipes est évidemment essentielle, elle est très bien mise en valeur, mais je pense que la préparation des managers à piloter le déconfinement est le corollaire de ça. Il va y avoir des équipes qui auront vécu des expériences de travail complètement différentes. Entre ceux de la première ligne, qu'on appelle nous deuxième ligne par rapport aux soignants, mais qui dans l'entreprise est la première ligne, et qui eux ont été au travail physiquement, avec le sentiment parfois d'être exposés au front et avec l'arrière qui l'était moins, tant ou à raison, entre ceux qui ont télétravaillé parfois dans des façons très sportives tout en gardant des enfants, et avec dans les entreprises il y avait des chartes, des accords, il y avait des règles du jeu, on savait comment faire. Toute entreprise on a complètement découvert, donc ça a été fait un petit peu sur l'aile. Donc certains ont l'impression de vivre une expérience très positive, d'autres pas. Comment on réconcilie ces deux groupes, et puis d'autres qui sont en vraie inactivité, c'est-à-dire ni au front ni en télétravail, mis en inactivité pendant des semaines, et qui ont besoin et envie de reprendre pied dans je dirais la communauté qui est une entreprise, un collectif qui est une entreprise. Donc je pense que le travail au-delà de la communication d'informations sur les règles sanitaires, et je dirais même d'appropriation de ces règles où il faut beaucoup de participatifs, à mon avis, si c'est l'ancienne dirigeante qui peut parler, il faudra beaucoup de participatifs avec les syndicats, avec les salariés, sur comment on s'organise, pourquoi. Au-delà de ça, je pense qu'il y a un vrai sujet managérial et de dialogue qui va amener des retours de terrain, d'expérience qui, je pense, modifieront des attentes et des perceptions par rapport au travail dont il faudra tenir compte dans les mois qui viennent. Ma deuxième remarque, c'est sur modification des postes de travail et modification du temps de travail qui sont placés assez haut, à 45%. En fait, ça va être un élément clé des règles sanitaires. Pour faire la distanciation, la meilleure solution, c'est quand même qu'il y ait moins de personnes au mètre carré, au même endroit, au même moment. C'est un peu du bon sens, mais c'est très important. Ce qui veut dire que les sujets d'organisation du travail, équipe décalée, rotation, modification du temps de travail, vont être quand même au cœur des discussions pour permettre de respecter ces distanciations et avoir une certaine sérénité dans la reprise de l'activité. Donc je pense qu'en fait, c'est des sujets qui sont très liés. Les règles sanitaires, c'est pas juste les équipements et les gestes, c'est aussi l'organisation du travail. Vous verrez dans le protocole de confinement qu'on re-questionne pour voir si elle ne peut pas permettre une sérénité. On va vivre avec le virus Covid-19, pas quelques semaines, mais un certain temps. Donc il faut quelque chose qui tourne et qui tienne la distance. Et pour ça, il y aura un travail à faire sur le sujet, je pense. Merci Madame la Ministre. Jacques Aschenbrois, bonjour. Vous êtes à la tête de l'équipe Montier Automobile Valeo. On entend beaucoup parler de l'après-Covid. L'ensemble des acteurs semblent être assez d'accord sur le fait que notre société, le monde du travail, vont changer irrémédiablement. Les sociétés se sont organisées un peu à la va-vite pour mettre en place le travail à distance, pour adapter les processus de travail aux impératifs de distanciation. Pour vous, quels sont les impacts durables de cette crise sur l'organisation du travail, sachant que Valeo, c'est à la fois des usines, mais aussi des centres de R&D, c'est aussi des sièges administratifs. Comment vous voyez ça, Jacques ?
D'abord, on ne s'est pas arrêté. En Europe et en Amérique du Nord, on a continué à travailler sur les 50 000 personnes qu'on a en Europe. Il y en a à peu près 10 000 en France, en Allemagne et dans certains autres pays qui continuent de travailler dans cette période qui a été difficile. En Amérique du Nord, c'est pareil. Et on a beaucoup appris de ce qu'on a fait en Chine. Il faut savoir qu'en Chine, on a 20 000 personnes qui ont recommencé à travailler depuis le 10 février, donc quelques semaines après le confinement. Maintenant, on a ces 20 000 personnes qui travaillent. On a beaucoup appris de ces 20 000 personnes qui travaillent. Et ça a été la base du protocole qui nous a permis, qui va nous permettre, dans les jours qui viennent, en fait dès la semaine dernière, de redémarrer dans tous nos centres européens et à partir de la semaine prochaine, probablement en Amérique du Nord aussi. Donc, il y a 3 phases. Il y a eu la phase, finalement, où on a continué de travailler en utilisant le plus possible ce qu'on avait appris en Chine. Il y a la phase qu'on vit aujourd'hui, qui est une phase de déconfinement, je dirais plutôt d'accélération de notre production, où il y a 2 sujets différents. Il y a le sujet des usines, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit à la fois par Antoine et par Julia. La question fondamentale, c'est la confiance. Il faut que nos collaborateurs aient confiance dans l'ensemble des processus qu'on a mis en place. Je suis ravi qu'en France, on ait pu négocier avec 3 de nos organisations syndicales majoritaires le protocole qui est fait une confiance. Et la seule question qui se pose dans les usines, c'est, et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il y a une perte de productivité. Quand on demande aux collaborateurs de nettoyer et de stériliser son poste de travail en arrivant et en partant, quand on réduit le nombre à l'extrême, le nombre de réunions, quand on écarte les collaborateurs les uns des autres, on perd de la productivité. Il faut l'assumer, c'est ce qu'on fait, et c'est cette phase de redémarrage. Et il y a une phase de redémarrage aussi, on a probablement au niveau mondial plus de 30 000 de nos collaborateurs qui sont en télétravail. Qui dit télétravail dit télé, c'est-à-dire qu'on est chez soi, et dit travail. Il y en a une partie qui ont continué de travailler, mais une très grande partie, en particulier toute la partie développement de produits, qui s'est arrêtée, parce que nos clients se sont arrêtés également. Et là, il va falloir remettre au travail, en télétravail, ceux qui étaient chez eux, mais qui n'avaient pas de travail, il faut les remettre au travail. Et il va y avoir une phase intermédiaire assez compliquée, finalement, parce que on n'est pas une entreprise qui avons l'habitude du télétravail. On risque de perdre le lien, même si l'ensemble de nos collaborateurs, d'abord nous au niveau du management, mais l'ensemble de nos collaborateurs ont eu comme mission de garder le lien avec l'ensemble de ces personnes qui étaient chez elles. Il faut remettre au travail l'ensemble de ces personnes. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et puis la troisième phase, qui est la phase, finalement, on va apprendre. Est-ce que nos collaborateurs sont prêts à continuer? Sous quelle façon? À télétravailler? Il faut comprendre leurs aspirations. On a quand même le sentiment qu'un certain nombre apprécient ce télétravail, d'autres le considèrent comme une contrainte et ont plutôt envie de revenir, même peut-être plus vite qu'on ne le souhaiterait. Donc il faut comprendre l'aspiration de nos collaborateurs, ce qu'ils retiennent de cette phase finalement un peu particulière, qui durera, et là je suis totalement d'accord avec ce que Madame la Ministre a dit, c'est que ça va durer encore quelques mois, voire quelques trimestres, où nos organisations seront finalement hybrides par rapport à ce qu'on faisait autrefois. Et puis l'organisation de nos bureaux eux-mêmes, sur les open space, sur la façon dont on a ou pas l'ensemble du collaborateurs qui viennent chaque jour dans nos centres de développement ou dans nos sièges sociaux. Est-ce qu'on partage le travail entre des équipes qui viennent une semaine sur 2, un jour sur 2, 2 jours sur 3? Donc c'est une réflexion qu'on a commencé à engager. On a probablement in vivo appris beaucoup de choses. Nos collaborateurs ont eu des expériences nouvelles par rapport à ce qu'ils connaissaient. On sait que l'habitude du télétravail dans certains pays est très différente, beaucoup plus ouverte dans des pays comme l'Amérique du Nord, comme les États-Unis, qu'en Europe. Et en Europe, certains pays plus ouverts que d'autres. Comment est-ce qu'on va pouvoir apprendre de cette phase assez particulière pour voir s'il convient ou non, sous quelle forme, de changer nos habitudes, à la fois l'organisation de nos usines. Il va falloir qu'on retrouve, après cette phase où on aura perdu de la productivité, il va falloir qu'on retrouve une productivité. Et les progrès de productivité, on ne peut pas vivre en ayant perdu de productivité. On est dans un métier qui est déflationniste, donc il faut absolument continuer à faire nos progrès de productivité et voir comment organiser autrement, selon le vrai feedback de nos collaborateurs qu'on est en train d'organiser,
comment on peut organiser autrement. Et finalement, est-ce que cette crise va nous permettre d'économiser des mètres carrés de bureaux qu'on a, principalement en région parisienne et dans certaines grosses agglomérations en Allemagne, par exemple, ou bien est-ce que finalement ce sera une évolution à la marge? Je pense que c'est trop tôt pour avoir la réponse à cette question, mais c'est à l'évidence une question qu'il faut se poser. Et il ne faut pas partir d'un a priori. Ni l'a priori qu'il faut revenir au temps ancien, je pense que ce serait une erreur, ni l'a priori, qui ne semble pas être le cas quand on fait des sondages auprès de nos collaborateurs, que ce monde de télétravail est bien meilleur que l'ancien monde. Donc il va falloir trouver comment on peut apprendre, d'abord comment et si on peut apprendre de ce qui vient de se passer pour changer dans notre façon de travailler, avec finalement l'obsession, mais qui est évidente, les sujets de sécurité et de qualité ont toujours été dans le domaine de l'automobile extrêmement présents. Voir comment on va pouvoir dans les mois, trimestres qui viennent, continuer d'assurer cette qualité, cette santé et cette qualité, sécurité et santé, et puis revenir à des gains de productivité qui sont absolument indispensables dans nos métiers. Merci Jacques. Je crois que vous parliez de benchmark tout à l'heure, de retour d'expérience. Vous êtes très présent en Allemagne. Il se trouve que les Allemands ont une expérience en matière d'activité partielle. Je crois que vous aviez une question à la ministre dans ce domaine. Oui, alors d'abord je voudrais vous remercier Muriel de ce que vous avez fait. C'est absolument exceptionnel. Moi qui ai vécu la crise de 2008-2009 et qui vis celle-là, en 2008-2009 on avait lancé immédiatement un plan social très important, ce qu'on peut éviter aujourd'hui. Mais quand on regarde ce qui se passe en Allemagne et en France, il y a effectivement une contribution en France qui, à court terme, a été supérieure, mais il y a une vision à moyen terme et à long terme très importante sur l'Allemagne, qui ont donné des indications très claires de ce qui allait se passer dans les trimestres qui viennent. Donc on a une visibilité de ce qui se passe en Allemagne, on a moins de visibilité de ce qui se passe en France. Elle est pourtant indispensable, et le risque dans un métier qui est très touché par la crise, non pas parce qu'on ne veut pas travailler, mais parce qu'on n'est pas sûr de la réalité du marché dans les mois qui viennent, c'est comment s'assurer qu'on ait, par rapport à nos concurrents qui sont principalement allemands, une mesure qui nous donne une lisibilité à moyen terme, comme on l'a en Allemagne, et qui nous laisse une certaine compétitivité par rapport à ce qu'on voit en Allemagne, qui, de façon très étrange, augmente mois après mois la contribution publique sur le travail partiel. Alors, peut-être deux choses. D'abord, en réaction à ce que disait Jacques Aschenbroich, je suis complètement d'accord que c'est un immense laboratoire in vivo qu'on est en train de vivre sur le travail, sans l'avoir jamais décidé, par l'effet du confinement et de toutes les formes de travail différentes et du rapport au travail, de la relation de travail qui est changée, comme je le disais, entre ceux qui ont été à la première ligne, ceux qui sont en télétravail, en vrai télétravail structuré dans les entreprises qui étaient structurées, en télétravail un peu sur l'aile et un peu comme on peut dans d'autres cas, notamment quand ça se combine avec la garde d'enfants, donc assez sportif. Et puis ceux qui vont revenir au travail et qui ont besoin d'être sécurisés. Donc tous ont vécu quelque chose de différent et des aspirations, par exemple sur le télétravail, ça va être... le retour d'expérience sera vraiment intéressant. Quand j'avais mis dans les ordonnances de travail en 2017 le droit au télétravail pour les salariés, c'est parce qu'à l'époque, il y avait 16% de salariés qui travaillaient en télétravail en France, et à temps très partiel en général, et que quand on faisait des sondages, c'était 2 tiers. 2 tiers de ceux qui peuvent télétravailler. Il y a 20 millions de salariés dans le secteur privé en France. On estime à 7-8 millions ceux qui pourraient télétravailler. Aujourd'hui, il y en a 5 millions. Donc c'est très massif. On n'a jamais eu cette expérience-là dans le pays. Alors évidemment, il y a des conditions du télétravail. Encore une fois, là où il y avait des chartes ou des accords sociaux avant, c'est plus facile. Mais mettons que tout ça se mette en place. Je pense que le rapport entre le transport, le travail, le télétravail va bouger parce que les gens en auraient fait l'expérience et qu'ils auront des aspirations nouvelles. Je pense que le fait aussi que les conditions de sociabilité de l'entreprise vont être changées et impactées par les mesures barrières, va changer quelque chose dans les relations de travail. Donc je crois que ça vaut le coup d'être très attentif à ça, d'écouter beaucoup les salariés
de comprendre les perceptions, de comprendre les nouvelles aspirations et de bâtir à partir de ça. Personne ne sort indemne de ces 2 derniers mois et des mois qui vont venir. C'est pas vrai, on va de toute façon jamais revenir en arrière au sens strict, puisque de toute façon on aura collectivement vécu quelque chose qui est un choc et qui déplace un certain nombre de perceptions. Donc je crois que c'est vraiment important déjà de partir de ces expériences, mais Antoine le disait aussi. La deuxième chose sur la remarque. Alors, le chômage partiel a démarré plus lentement en Allemagne cette année qu'en France. On s'est aligné sur les mesures, puisque le remboursement jusqu'à 4,5 du SMIC, c'est exactement la même chose en Allemagne et en France. Et moi, je discute beaucoup avec mon collègue allemand, Hubertus Heil, et on a trouvé que c'était un bon étiage. Comme vous avez vu, la pandémie est arrivée après, et elle est pour l'instant moins forte en Allemagne. Donc l'ampleur du chômage partiel a grandi moins vite, mais dans les 2 pays, on rembourse à 100%, et avec une vision sur la durée. La différence, elle est surtout sur les salariés, où nous, on a considéré qu'il fallait quand même maintenir le pouvoir d'achat des salariés à 100% au SMIC et à 84% au-dessus. Et en Allemagne, c'est 60%. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a un débat en Allemagne pour remonter ce 60%, parce que les conséquences en termes de pouvoir d'achat sont assez terribles. D'autant plus que quand on utilise le chômage partiel en Allemagne, on n'a pas le droit de payer les gens au-delà de 4,5 fois du SMIC. En France, on continue à payer 70% du SMIC au-dessus de 4,5 fois. Et ce n'est pas le cas en Allemagne. Donc il y a une problématique de pouvoir d'achat qui est moins celle de la France, même si certains disent qu'on devrait être payé à 100% quel que soit le niveau, mais en relatif, on a le système qui est le plus protecteur. Du côté de le remboursement d'entreprise, c'est le même mécanisme. Simplement, chez eux, c'est le système d'assurance chômage qui, il faut dire, a des réserves de plus de 30 milliards d'euros. Ça nous arrangerait bien de les avoir. C'est pris en charge par l'assurance chômage et pas par l'État et l'assurance chômage comme en France. Mais je dirais, du point de vue de l'entreprise, c'est assez transparent. Alors, la question de la visibilité est d'autant plus importante. Alors, on a un sujet sectoriel. Typiquement, tout ce qui est hôtellerie, restauration, bar, tourisme, a besoin de visibilité. C'est un secteur très important en France, qui est particulièrement touché parce qu'il est il est frappé d'interdiction administrative, et pour des raisons qu'on comprend bien. C'est le lieu même, c'est la raison même d'être. La raison d'être, c'est la convivialité, c'est la proximité. Donc c'est complètement antinomique avec une lutte contre un virus extrêmement contagieux. Donc on ne sait pas aujourd'hui dire, on dira à la fin du mois quelle perspective on peut leur donner. Pour les autres secteurs, je pense que quelque chose, je connais parfaitement l'Allemagne, qui progresse et qui est peut-être en train de progresser dans certains secteurs en France, c'est, j'appelle ça le groupir, c'est-à-dire repartir ensemble. La filière automobile est complètement intégrée, d'ailleurs, avec l'Allemagne, entre l'Allemagne et la France, mais il y a un nombre de sous-traitants, d'entreprises qui en dépendent. Enfin, c'est l'écosystème, et c'est des milliers d'entreprises, et personne ne sait repartir tout à fait tout seul, parce qu'il manque toujours un bout de la chaîne si on ne repart pas tous ensemble. Et ça, parfois, l'Allemagne a une culture industrielle plus collective. Je trouve que ça progresse en France fortement, parce qu'on a vu, à l'occasion de toutes les conférences sectorielles qu'on fait téléphoniques avec Bruno Le Maire, on voit des secteurs où il y avait 36 fédérations qui se parlaient plus ou moins, qui se mettent à se parler. Donc je pense que ça peut-être, comme toute crise, a surtout des inconvénients, mais aussi quelques avantages. C'est peut-être une des sorties de crise qui seront intéressantes, parce que la visibilité, c'est pas que l'État qui la donne, c'est aussi le marché. Et on a aussi besoin de cette visibilité. Là où ni l'Allemagne, ni la France, ni personne ne peut donner de visibilité, c'est qu'on ne peut pas savoir s'il y aura une deuxième vague, de quelle ampleur et quand. On va vivre avec le risque épidémique encore pendant longtemps, tant qu'il n'y a pas les vaccins et les traitements, et ça, c'est pas du court terme. Donc je crois qu'il faut aussi se dire que ça doit être l'occasion pour toute la filière industrielle notamment, mais les autres secteurs aussi, je pense au tourisme, peut-être d'aller un pas en avant sur les réflexions stratégiques sectorielles. Avec Bruno Le Maire, on était parti pour le pacte productif. Ça prend une couleur peut-être différente à cette issue-là. Et puis je crois que là où on va avoir besoin de visibilité à construire ensemble, c'est qu'il est clair qu'il va y avoir
des évolutions par rapport à des modèles économiques, par rapport à des chaînes de valeur mondiales, où dans certains cas on va peut-être relocaliser en Europe ou en France, certainement par rapport aux sujets environnementaux et sanitaires, l'autonomie stratégique sur certains secteurs, et puis le fait qu'il y a des secteurs qui vont être très porteurs dans le futur et d'autres qui vont être très attaqués durablement par cette crise, et donc il y aura aussi des transferts certainement de compétences d'un secteur à l'autre. Bref, on n'a pas fini, on n'est pas au bout du processus. Je pense que la phase 1, confinement, la phase 2, relance de l'activité, c'est celle qui est maintenant. La phase 3, plan de relance, on va y travailler avec tous les professionnels et les organisations patronales et syndicales dans les semaines qui viennent. Et ça sera l'étape clé maintenant pour préparer la visibilité et la suite. Mais notre souhait, c'est vraiment de la bâtir avec vous et pas uniquement des mesures gouvernementales. Merci beaucoup Madame la Ministre. Je sais que vous avez une contrainte juste après. Donc, le Sénat m'attend après, voilà. J'ai encore 5 minutes et après je file. Je vais tout de suite passer la parole à Denis Machuel, donc le CEO de Sodexo. Quand on avait échangé avec vous pour préparer la table ronde, on avait évidemment parlé des mesures ou des conditions sanitaires du déconfinement, mais vous aviez évoqué la nécessité de s'intéresser aux conditions psychologiques et sociales de ce déconfinement. La ministre en disait un mot et on voulait vous entendre, Denis Machuel, sur le sujet. Oui, deux mots sur la position assez unique dans laquelle nous sommes, puisqu'on a la moitié de l'entreprise qui est complètement à l'arrêt, dans les écoles, dans les loisirs, dans les universités, et l'autre moitié qui est en tension, en première ligne, comme vous l'évoquez, ou en deuxième ligne, à l'image de ce que l'on disait pour les salariés Veolia, avec des équipes qui font des choses absolument extraordinaires. Et cette situation d'observateur de tous ces secteurs, elle nous dit quoi? Elle nous dit que d'abord la reprise, on s'est dit que va être longue. On le voit en Chine, comme Jacques le disait, nos 15 000 salariés sont de retour au travail, mais on voit que la reprise, elle est lente. Et si la reprise est lente, nous allons avoir besoin, notamment en France, et merci, de les avoir accompagnés avec ces mesures de chômage partiel. On va avoir besoin d'une progressivité toujours présente sur ces mesures-là, parce qu'on sait très bien que dans le secteur du tourisme notamment, l'activité ne va pas reprendre sur la baguette magique. Et donc, juste un point, si on redémarre la crise avec les recettes d'avant, je pense qu'on ne crée pas un monde résilient. Et la surfinanciarisation de l'économie, la surconsommation, l'écrasement des métiers de qualité, pour moi, c'est un grand danger. Donc il faut créer un élan positif que cette crise aura originer, j'espère. Donc, quelles sont les mesures symboliques que prendront les gouvernements et nous aussi les entreprises pour montrer qu'il y a une transformation qui est en marche? Et plus précisément, selon vous, quels sont les éléments qui font que cette crise pourra contribuer à valoriser les métiers qui jusqu'à présent étaient pas mis en lumière et qui se sont avérés des métiers essentiels. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que le gouvernement peut faire justement pour assurer ces métiers qui ont été longtemps dévalorisés? D'accord. Merci. Alors, d'abord, deux choses. Vous avez probablement tous envie de vos professionnels, lui, à gérer les crises. Et dans une gestion de crise, il faut être extrêmement focalisé. On ne peut pas faire tous les horizons de temps en même temps, sinon on les fait tous mal. Et je crois que depuis 2 mois, c'est l'urgence sanitaire, maintenant l'urgence économique sociale, et le début de la préparation, la relance, mais il faut séquencer. Donc en clair, moi je ne vais pas vous annoncer aujourd'hui des mesures que prendrait le gouvernement pour la relance. D'abord parce qu'elles ne sont pas encore validées, bâties. Deuxièmement, qu'on veut les bâtir de façon participative. Et troisièmement, que ça serait tout à fait à contre-temps, au moment où on est à quelques jours d'un confinement qui
qui, certes, pour les entreprises, est plus une continuité, parce qu'elles peuvent déjà travailler maintenant, elles peuvent travailler demain, donc la date du 11 mai est moins importante. Enfin, l'aspect transport et école a quand même un effet fort sur la disponibilité de vos salariés, donc vous êtes quand même concernés par le 11 mai, et c'est pour ça d'ailleurs que le protocole du déconfinement, il sort maintenant, parce que quand même, là, tout d'un coup, on se dit, bon, bah, maintenant, c'est maintenant qu'on va changer d'échelle, quoi. On va retourner à une plus grande échelle. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc là, c'est trop tôt, et ce sera, il y aura, dans les semaines qui viennent, ce sera le moment de travailler sur la suite. La seule chose dont on n'est pas certain, c'est qu'on va vivre un certain temps avec ce Covid-19, et donc il faut l'intégrer dans la manière dont on reprend, dont on accélère, et dont on va travailler demain. Et comme vous l'avez dit tous les quatre, Julia Bijouaoui, Kachen Proy, Antoine Frérot et vous, Denis Machuel, on ne va pas travailler de la même façon qu'avant. Ça va poser plein de questions, et je crois que c'est une occasion aussi peut-être de réinventer des choses, et il y aura du positif dans ce qu'on réinvente. Et je crois que l'audace sera récompensée, c'est-à-dire qu'il y aura des modèles à faire évoluer, des modèles économiques, environnementaux, sociaux, sans faire le grand soir, mais il y a des choses qu'on a appris, et il y a des aspirations qui changeront chez les salariés, mais aussi chez les consommateurs, chez les clients, et puis des contraintes nouvelles qu'on aura, et des opportunités nouvelles. Donc je crois que tout ça, c'est devant nous. Sur comment reconnaître les métiers essentiels, je veux dire, la balle est surtout dans votre camp. Parce que c'est pas l'État qui va payer le salaire de la caissière ou de la personne de la restauration collective chez Sodexo qui a beaucoup donné dans cette période, parce que Sodexo aussi comme vous le disiez, il y avait une équipe à l'arrêt et une équipe presque en surbooking et en suractivité. D'ailleurs, ça fait partie au passage du paradoxe de cette crise. Alors qu'on a 11 millions ou plus de personnes en chômage partiel, on a des métiers en très forte tension. C'est votre cas, c'est le cas dans les transports, c'est le cas dans l'agroalimentaire, l'agriculture. Donc on a des métiers en tension en même temps. Et demain, on en aura beaucoup plus. Donc je crois que le sujet de la reconnaissance, il y a un premier sujet qui est la prime, on l'a évoqué. Il y a un deuxième sujet aussi, il va falloir aussi que les branches concernées aient une discussion classique, les salaires, le positionnement, les carrières, les classifications. Et au passage, il y a beaucoup de ces métiers, et c'est le cas par exemple de Sodexo, il y a beaucoup de femmes. On rejoint le sujet de l'index, moi je ne suis pas à le compléter s'il faut, mais je crois qu'il faut avoir un regard, on voit le nombre de femmes qu'il y a dans des métiers dits de première ligne. Je pense que ça fait partie des sujets de réflexion qu'il faut avoir de façon interprofessionnelle en certains cas, mais beaucoup sectorielle. Donc, je crois qu'il faut un dialogue social sur ces sujets. Parce que le pire, ça serait de dire, on les a reconnus par des bonnes paroles le temps de la crise, et demain, continue comme hier. Surtout que ce sont beaucoup des métiers plutôt moins qualifiés, plutôt moins payés, et avec moins de perspectives d'évolution, et c'est peut-être ça le plus dramatique. Je sais d'ailleurs que vous aviez déjà commencé à travailler là-dessus, parce qu'on en avait eu l'occasion d'en parler, sur les perspectives d'évolution de ces métiers en termes de carrière et donc de salaire, ce qui me paraît très important. Donc ça c'est un chantier important dans la reprise, parce qu'on ne peut pas considérer cette crise comme une parenthèse. D'abord parce que ce n'est pas une parenthèse, elle aura des effets durables, et deuxièmement parce que dans la reconnaissance sociale qui est nécessaire, ce serait une erreur, à mon avis, de ne pas considérer que ce qu'on a dit au moment de la crise n'est plus vrai au moment où ça commence à aller un peu mieux. Donc en gros, il y a beaucoup de chantiers sociaux et économiques, de business model, de modèles économiques, de chantiers sociaux qui vous attendent et qui nous attendent à la sortie la sortie à partir de maintenant et un peu en continu, mais de façon accélérée certainement à l'automne. Et dans les modèles économiques, les appels d'offres, notamment les appels d'offres publics, les critères pour les appels d'offres publics seront également importants. Alors on avait commencé à travailler là-dessus avant, oui. Notamment à l'occasion des JO d'un an, où tous les sujets de clause sociale, par exemple, on les avait intégrés pour 10% des heures travaillées. Oui. Mais... Ah oui, c'est Paris que je vais oui, c'est les Jeux de Tokyo. Mon équipe réagit en disant, mais non, les Jeux de Paris. Bien sûr, les Jeux de Paris. Enfin bon, pendant quelques mois, on n'y a pas beaucoup travaillé, donc on va travailler 2 fois plus vite après, voilà, on va dire ça comme ça. Donc le sujet, par exemple, des clauses sociales et environnementales dans les appels d'offres,
il y avait déjà une tendance là-dessus. On était en train d'y travailler pour la renforcer. Je pense que c'est un accélérateur. Donc de toute façon, ce sujet va être un accélérateur. Là aussi, encore une fois, si on ne change rien derrière, on va faire que subir. Mais si on prend l'opportunité, les aspects qui peuvent permettre des améliorations, il y aura pas que des effets négatifs, il y aura aussi des effets positifs. Je terminerai par un mot. J'en appelle à vous, moi, sur l'apprentissage. On avait commencé ensemble une formidable reconquête ou conquête de l'apprentissage. Pour la première fois dans notre pays, on avait plus 16% d'apprentis en un an, une forte demande des jeunes, des entreprises. C'était parti à fond. Alors là, on a, sur les jeunes apprentis en cours, les nouvelles sont rassurantes puisque on avait autorisé qu'ils soient au chômage partiel. J'avais gardé les cours au contrat dans les CFA. Les CFA ont fait à 90% de la formation licence, ils n'en avaient quasiment jamais fait, ils se sont adaptés très très vite. Donc, on va faire leur diplôme en contrôle continu et on repousse de 6 mois, s'il le faut, leur contrat de travail pour aller au bout. Donc, pour les jeunes qui sont aujourd'hui en apprentissage, le sujet, ça va être comment vous, à la sortie de la crise, vous les embauchez, en clair. Mais il y a la question de la prochaine vague. Il y a déjà une forte demande du côté des jeunes. Je crois qu'en responsabilité, à la fois bien sûr public, mais aussi d'entreprise par rapport à construire les compétences du futur, il est notre responsabilité à tous d'investir sur le futur, donc sur la jeunesse. La jeunesse qui a déjà une grosse dette financière sur les épaules potentiellement, la dette écologique, si on lui dit que du coup, compte tenu de la crise, il n'y a pas d'espoir dans les années qui viennent, je ne vous fais pas de dessin, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller dans notre pays. C'est important de leur donner des signes d'espoir et d'autre part, même si vous allez être en tension sur l'emploi pendant les premiers mois, ça ne doit pas être au détriment de la jeunesse. Je crois qu'il faut continuer à investir dessus, donc on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent, mais je fais un appel fort pour continuer cette dynamique de l'apprentissage. Elle était bien partie, il y a beaucoup d'attentes des jeunes, c'est quand même les compétences de demain, et je sais qu'on est tous convaincus sur ce sujet. J'en appelle à vous et je file au Sénat avant d'être en retard, mais en vous remerciant beaucoup et en remerciant François Moreau et Sophie Pio de l'organisation de cette réunion téléphonique. Voilà, conférence téléphonique. Muriel, je voulais vous passer la parole à Christophe qui voulait vous dire un mot parce que je sais plus. Je vais dire un seul mot. D'abord, je voudrais vous dire merci parce que j'ai vu dans le fil des interventions de tous ceux qui participaient, beaucoup de merci par rapport aux dispositions qui ont été prises ici en France. Merci pour les petits mots que je reçois là. Non, mais c'est bien de le dire et de le redire parce que quand on compare à d'autres pays européens, je pense que nos entreprises ont été bien protégées, nos collaborateurs également. Deuxième élément, juste dire, avant de faire une conclusion plus structurée, dire que sur l'apprentissage, c'était ma conclusion, mon mot de fin. C'était pas concerté, hein, avec Christophe Catoire. C'est le moment de montrer que cette mission qu'on revendique tous dans nos entreprises, et je sais qu'on la partage avec les entreprises qui sont autour de cette table, c'est surtout de maintenir l'effort pendant la crise, parce que l'après-crise va être compliqué pour ces gens-là. Donc si on ne le gère pas pendant, malheureusement, il va y avoir un gap et ça va être très compliqué. Enfin, voilà, c'était peut-être le message que je voulais vous adresser avant de faire une petite conclusion pour l'ensemble de nos éditeurs. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vous laisse faire la conclusion. Merci à tous et bon courage. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Muriel. Merci. Au revoir. Je voudrais remercier notre panel, remercier Julia Bijaoui, merci. Merci Antoine Frérot, merci Jacques Hachenbois, merci Denis Machuel également pour vos témoignages, pour les questions posées à la ministre également. Je pense que c'était bon d'avoir un retour d'entreprises qui traversent cette crise à la fois au titre de leurs collaborateurs, mais aussi au titre de leur entreprise, du pilotage à l'entreprise. Je retiendrai juste quelques mots-clés que vous avez évoqués. Tout d'abord sur la santé, qui est quand même la priorité de cette crise sanitaire. C'est à la fois un sujet rationnel et un sujet émotionnel. Et je pense qu'on a beaucoup évoqué le fait qu'il fallait à la fois avoir des mesures d'État, protocole national de déconfinement, fiche métier, mais aussi des équipements et des mesures dans l'entreprise pour restaurer la confiance. Je pense que c'est un sujet, surtout pour ceux et celles qui ont eu l'impression d'être un peu plus confrontés au risque. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a des dispositions qui sont plutôt du domaine légal et de la protection de l'entreprise et de l'emploi. Là, je l'évoquais avec Madame la Ministre, mais garder la compétence active pour éviter des licenciements massifs. Parler d'un investissement, 26 milliards d'euros, malgré tout, c'est un investissement important. Et faire en sorte que l'activité partielle soit préservée au-delà du 1er juin, je l'ai entendu et je le rephrase tel que la Ministre l'a dit, avec un reste à charge modeste pour les entreprises, c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir un peu de visibilité pour la suite. Dernier élément, c'est une question d'organisation du travail, vous l'avez beaucoup dit. C'est un laboratoire in vivo, cette crise que l'on vit.
c'est vivre avec le virus, probablement pas quelques semaines, mais quelques mois encore. Ça veut dire que c'est une organisation du travail pérenne et pas simplement temporaire. C'est donner sa place au télétravail. Et un point qui a été évoqué, qui est important, c'est adapter le mode de management dans cette configuration-là, parce que ça ne fonctionne pas pareil. Et peut-être évoquer deux autres éléments pour terminer. On apprend des autres pays. C'est Jacques qui le disait, notamment de la Chine. À mi-février, déjà les choses se mettaient en place là-bas. Et donner un sens extrêmement mobilisateur en période de crise. On voit que la solidarité, le collectif, ça permet parfois de compenser en partie cette perte de productivité qu'on a évoquée dans le retour d'après-crise. Voilà peut-être quelques messages clés ou quelques, en tout cas, échanges que l'on a eus durant cette heure et demie. Je voudrais remercier ceux qui l'ont organisé. François, Sophie, merci à vous. Et vous dire qu'on vous attend le 26 mai pour un autre opus qui sera orienté sur la stratégie d'emploi et de compétences. Merci à tout le monde. Très bonne journée.